relance industrielle du Maroc post-Covid. Je suis honorée de mon rôle d'aujourd'hui dans cette action orientée vers le futur et la concrétisation d'une relance réussie et affirmée. Je vous remercie infiniment, M. Amin Zarrouk, président de l'ABP, pour votre initiative et cette belle action en faveur de l'industrie marocaine. Et je déclare cette conférence ouverte à travers le message de M. le ministre. Leïla. Je voulais prendre cette occasion de ce webinaire de l'APEBI pour partager avec vous quelques éléments de ce que nous avons vécu il y a quelques semaines. Comme vous le savez, la pandémie du Covid-19 a été violente et évidemment a laissé des traces importantes. L'ensemble de l'économie mondiale s'est arrêté pendant un moment et redémarre à peine, très lentement. Alors dans ce contexte complexe, le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a pris des décisions fortes qui ont en effet permis au Maroc de traverser la première phase, qui est celle de la pandémie, avec des succès remarqués. Le bilan à date est de 210 morts, que nous regrettons évidemment, avec moins de 1000 personnes infectées et qui est en train de se soigner actuellement. La majorité de ces personnes sont asymptomatiques, c'est-à-dire que nous avons été faire des dépistages importants qui ont donné des résultats de plus en plus intéressants, c'est-à-dire il y a de moins en moins de monde infecté. Eh bien, ce travail a permis au Maroc, en effet, de traverser cette période ô combien difficile. Les décisions stratégiques de fermeture des frontières ont permis au Royaume de n'avoir que 210 décès. Maintenant, sur le volet économique, en effet, la machine économique s'est pratiquement arrêtée, avec très peu de secteurs qui ont fonctionné. D'abord, l'industrie agroalimentaire a continué, parce qu'il fallait qu'on puisse se nourrir pendant cette période. Et certaines industries, textiles et autres, même aéronautiques, automobiles, ont continué légèrement à fonctionner. Le secteur du digital, dans cette période-là, a connu un essor assez particulier. Évidemment, pas pour tous les secteurs qui relèvent de l'APEBI, mais plusieurs d'entre eux ont pu retrouver une activité. Alors, ce secteur du digital s'est découvert aux Marocains, encore plus efficient qu'on imaginait. Nous avons pris beaucoup de retard sur beaucoup de domaines du digital au Maroc. Nous avons essayé pendant des années de ramer pour imposer le digital dans notre pays. Ça n'a pas été simple. Vous en êtes témoin. Vous avez vécu vous-même des décennies dans ce secteur. On n'a pas donné au digital la place qu'il mérite. Pendant cette pandémie, eh bien, le digital a fait sa place de lui-même, par obligation. J'ai pu constater la disparition d'un certain nombre de barrières, de réticences face au digital. Au niveau de l'administration, vous la connaissez tout autant que moi, plutôt réticente à la digitalisation, a vu ces barrières fondre pendant quelques mois. Nous avons fait des avancées invraisemblables pendant cette période. Plusieurs projets ont été réalisés en des temps records et implantés en des temps records. Le client que vous connaissez a été moins exigeant, plus réceptif à l'intégration du digital,
Et ceci m'inspire la chose suivante. Le Covid-19 a démontré au Maroc, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est chez nous, que nous sommes capables d'apprivoiser le digital de façon plus importante, de l'utiliser de façon plus efficiente, avec des résultats remarquables. Ce qui va être important à la sortie de cette pandémie, c'est de capitaliser sur ces acquis et de ne plus accepter ensemble, ni vous, ni nous, ces freins qui nous ont tant ralentis de par le passé. Personnellement, j'ai la ferme intention d'être davantage à vos côtés et de travailler ensemble à ce que ces barrières, ces freins puissent disparaître à jamais. Nous avons, à mon sens, une fenêtre de tir qui est relativement limitée, c'est-à-dire les quelques mois qui viennent. Ce que vous attendez du ministère, je suis à votre écoute et si vous pouviez nous présenter dans les prochains jours 5 pages, pas plus, avec vos recommandations, qu'on puisse s'enfermer et débattre vos propositions de façon à en retenir l'essentiel et qu'on le mette en œuvre le plus rapidement possible. Je m'y engage. Mais j'attends, pour ma part, que la PBI devienne une véritable force de proposition, encore plus dynamique. Vous avez le droit d'être exigeant à mon égard. Permettez-moi de l'être un peu plus à votre égard. J'attends, et le Maroc a le droit d'avoir un secteur de la PBI encore plus dynamique, encore plus engagé. Nous allons être à vos côtés pour aller plus loin, mais j'ai besoin de vous retrouver avec un dynamisme renforcé. Nous avons tous pris du plomb dans l'aile avec la pandémie. Nous avons des opportunités invraisemblables devant nous. Nous devons les saisir pour l'ensemble des Marocains. Donc, nous n'allons pas être face à face, la PBI face à l'ADD, mais nous allons être côte à côte pour ensemble servir les Marocains avec un digital plus efficient, plus efficace. Il a démontré sa capacité d'innovation, il a démontré sa capacité de rendre service. Eh bien, profitons-en pour visser au corps définitivement les avantages du digital pour l'ensemble de la population. Je vous souhaite plein succès à votre rencontre et j'attends avec impatience vos propositions et nos échanges, je l'espère, fructueux. À très bientôt. Oui, Sidi Amin, est-ce que vous pouvez rebondir un peu sur le message de Monsieur le ministre? Bonjour à toutes et à tous. Merci à tous d'être là, si nombreux. Je suis vraiment ravi et honoré de pouvoir dire un petit mot d'introduction pour cette magnifique rencontre, virtuelle bien sûr, mais ça a ses avantages. Je tiens à remercier Monsieur le ministre pour le message qu'il nous a adressé, un message plein d'espoir et de promesses. Évidemment, je pense que on va gagner du temps parce que Monsieur le ministre a dit beaucoup de choses que je voulais dire en introduction. Donc, pour ne pas redire les choses, je vais peut-être indirectement ou directement m'adresser à Monsieur le ministre parce que je sais qu'il nous suit avec beaucoup d'intérêt. Que nous avons également la ferme intention de saisir cette fenêtre de tir et de continuer à jouer pleinement notre rôle. Bien sûr, nous sommes exigeants, le Maroc est exigeant envers nous
Bien sûr, le digital aujourd'hui, il a prouvé, et je pense que faut pas être un expert pour dire qu'il a au-delà d'avoir facilité la vie de certains, il a sauvé des vies. Donc, clairement, l'APB compte jouer son rôle pleinement et continuer à le faire, puisque depuis au moins le début de cette pandémie, nous avons été tout le temps un agitateur d'idées. Nous avons consulté d'une manière assez profonde nos membres, et nous continuons à faire à travers l'animation de l'ensemble des pôles. Et donc, dans ce schéma-là, nous avons lancé cette série de webinars que nous avons appelé APB Dialogues. Le but, bien entendu, c'est de s'ouvrir un petit peu vers l'extérieur, et comme deuxième étape, puisqu'on a discuté entre nous, on a proposé des choses, on a accompagné la CGM pour proposer également des mesures dans le digital. Nous continuons à travailler sur les mesures, les plus de 500 mesures proposées par la CGM et l'ensemble des fédérations, pour leur donner une dimension et proposer des solutions à travers le digital. Donc, ces webinars, leur but, c'est de s'ouvrir vers l'extérieur, de s'ouvrir, que ce soit l'extérieur, le monde, les institutionnels ou les autres acteurs, toutes les parties prenantes, pour discuter, pour échanger. Et bien sûr, l'objectif, ce n'est pas juste de se réunir, de se dire des choses et de repartir. Bien sûr, l'objectif, après chaque rencontre, de formuler des recommandations que nous allons adresser au gouvernement. Sur Monsieur le ministre, là, il nous encourage, il nous demande de faire cette action-là. Donc, nous allons bien entendu, accueillons cette main tendue, et nous allons bien entendu jouer notre rôle pleinement. Donc, je tiens vraiment à rappeler que dans cette série de webinars, nous avons commencé par cette thématique, étant donné que c'est un sujet d'actualité, et que bien entendu, le rôle du digital ou de l'écosystème digital dans la relance industrielle, notamment à travers l'industrie 4.0, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est plus à démontrer. Maintenant, il faut juste qu'on discute le comment, c'est-à-dire comment nos acteurs, notre écosystème va pouvoir répondre à l'exigence du secteur industriel, et comment nous allons co-construire ensemble cette feuille de route et cette préparation, parce que des opportunités, il y en aura. Je pense que le Maroc, que ce soit de par ce qui se passe aujourd'hui avec tous les changements au niveau mondial, doit saisir un certain nombre d'opportunités. Et nous allons, en tant que secteur du digital, aider l'industriel à être plus performant, à accélérer son potentiel et son excellence opérationnelle. Donc, je suis ravi de pouvoir commencer par cette thématique-là. Et certainement, il y en aura d'autres. Enfin, certainement, bien sûr, ils sont planifiés. Donc, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont permis d'avoir que cette rencontre ait lieu, notamment mon ami Hicham Rahewi, qui est le président du cluster 4.0, qui a, comme d'habitude, utilisé tout son potentiel et sa compétence pour réunir énormément d'intelligence autour de cette table. Et donc, évidemment, je vais me faire humble et m'arrêter là pour donner le plus d'espace aux autres intervenants, parce qu'effectivement, il faut qu'on sorte avec des vraies propositions. Donc, je compte beaucoup sur vous, et je pense qu'on a tous les ingrédients pour y parvenir. Encore une fois, merci. Je vous souhaite et je nous souhaite une excellente rencontre. Merci. Peut-être Hicham, si tu veux juste, j'aimerais bien que tu… Merci, Monsieur le Président, pour cette introduction. Je remercie aussi à mon tour Monsieur le Ministre de nous avoir enchantés par ce message qui dénote d'un intérêt important au secteur du digital, qui est aujourd'hui un secteur capital, c'est un secteur accompagnateur et je ne vais pas aller très loin pour dire vital pour l'ensemble de l'activité économique.
Donc, rapidement, lorsque Monsieur le Président Sami Zarrouk m'a parlé de sa volonté de créer un cluster de l'industrie 4.0, j'ai sauté rapidement sur l'occasion, puisque, comme vous savez, on en a, à travers l'industrie du Maroc, on a lancé pas mal d'initiatives. On était pionniers à lancer pas mal d'initiatives dans l'industrie 4.0. Et les industriels, ils ont un vrai engouement, ils sont avides de savoir quelles sont les opportunités qu'ils peuvent saisir pour qu'ils puissent faire développer leur production, pour aller vers une excellence opérationnelle de plus en plus aiguë. Et du coup, aujourd'hui, c'est une vraie opportunité d'avoir un cluster du 4.0 au sein de l'APB. Je remercie encore une fois Monsieur le Président, je remercie aussi Moulay Hafid Alami, je remercie aussi tous les intervenants qui n'ont pas hésité un instant à participer à ce premier web dialogue initié par l'APB. Donc, comme annoncé par Monsieur le Président, la parole est à vous. Nous sommes là pour vous écouter, nous sommes là pour apporter des solutions, nous sommes là pour faire évoluer notre industrie, main dans la main avec le secteur du digital et d'une manière générale, l'APB qui est à votre écoute, qui est à votre service. Je vous donne la parole à Lala Ikhlas. Merci. Hicham, il semble qu'on ait perdu Leïla. Alors, Ikhlas est la modératrice de cette webconférence. Je lui cède la parole pour qu'il puisse poser des questions et faire interagir l'ensemble de nos intervenants imminents. À toi la parole, Ikhlas. Juste un petit souci technique. Je pense que c'est un petit souci technique, elle a été déconnectée. De la part de Ikhlas qui vient de me contacter en disant qu'il s'est déconnecté, un petit souci technique. En attendant que Ikhlas revient à la connexion, je donnerai la parole à Sylvain Chiri, comme étant un industriel chevronné, qui a une dizaine d'années dans le domaine de l'industrie automobile, pour qu'il puisse nous donner son avis, son point de vue sur comment aujourd'hui l'écosystème du digital peut aider le domaine industriel pour une meilleure évolution. À vous la parole, Sylvain Chiri. Merci, c'est Hicham de l'invitation et merci aussi à mon ami Amin Zarrouk, président de la PIB. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous et surtout de partager avec vous un enjeu très important pour l'économie marocaine et en particulier pour l'industrie marocaine en lien avec tout ce qui est digital et industrie 4.0. Donc, pour votre information, on a créé la semaine dernière un groupement au niveau de la CGM qui s'appelle le groupement Maroc Industrie. Ce n'est pas Industrie du Maroc de mon ami Hicham Rahiwi, mais c'est Maroc Industrie. Alors, ce groupement, ça regroupe 11 fédérations industrielles qui sont membres de la CGM. Le cuir, le textile, l'aéronautique, l'automobile, les métallurgies, l'agroalimentaire, la chimie, parachimie, enfin, 11 fédérations. Et les collègues, les présidents de ces fédérations m'ont fait l'honneur de me porter président de ce groupement qui vient de voir le jour. Vous êtes les deuxièmes à être au courant parce qu'on n'a pas encore communiqué officiellement via la presse. Alors, pourquoi on a créé ce groupement? C'est justement pour défendre l'industrie et la positionner comme priorité nationale au niveau du Maroc. Parce qu'un pays ne peut pas se développer s'il n'a pas une forte industrie.
et mutualiser et travailler davantage en transversal entre les 11 fédérations. Il y a énormément de choses qu'on pourrait faire entre la chimie, entre la plasturgie, entre l'emballage, entre l'aéronautique et l'automobile. Donc, c'est des niches très importantes. Et puis, regrouper nos ressources sur un certain nombre de sujets pour les mutualiser et être une force de frappe pour défendre l'industrie au Maroc. Alors, nous avons travaillé sur une feuille de route que nous allons partager avec notre ministère du tutelle, Moulay Hafid Al-Alami, et bien évidemment, on la partagera avec un certain nombre d'acteurs. Et je voudrais, avant de rentrer dans le détail de la partie digitale et industrie 4.0, revenir sur les enjeux de l'industrie au Maroc. Vous savez que la crise, la qualité de la gestion par le Maroc de la dimension sanitaire pendant ces 3 mois a renforcé sa crédibilité au niveau international. Monsieur le ministre l'a dit, donc on a réussi à gérer avec le moindre de dégâts ce problème sanitaire. Et donc le Maroc a réussi à gagner en termes de crédibilité, de notoriété au niveau international. L'autre point qui est très important, c'est que les pays européens notamment se sont rendus compte de leur dépendance de flux logistiques très lointains, notamment en Asie. Et ça, aujourd'hui, il y a un vrai débat au niveau de l'Union européenne, même aux États-Unis, de ce qu'on appelle la souveraineté industrielle, c'est-à-dire rapatrier des choses qui sont délocalisées et que chaque pays puisse avoir son autonomie, sa souveraineté sur un certain nombre de sujets qui sont très sensibles par rapport à leur politique industrielle interne. Le Maroc, dans ce contexte, a un rôle très important à jouer de par sa position géographique, de par les infrastructures qu'il a, de par la crédibilité qu'il a gagnée ces dernières semaines davantage, et de par aussi ce qu'il a réussi à faire pendant ces dernières années sur la partie industrielle et notamment sur les plans d'accélération industrielle. Je citerai à titre d'exemple l'automobile dans laquelle je travaille depuis une quinzaine d'années, l'aéronautique, l'électronique, la partie digitale, etc. Et donc, nous avons beaucoup travaillé au niveau de Maroc Industrie et nous nous sommes dit, pour développer l'industrie au Maroc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous avons 5 familles. La première famille, c'est comment développer le Made in Morocco. C'est-à-dire, comment permettre à des consommateurs marocains de consommer marocain des produits qui sont fabriqués au Maroc, à travers la sensibilisation des citoyens, à travers le renforcement de la qualité des produits finis et aussi développer le marché marocain. Nous ne pouvons pas se développer si nous n'avons pas un marché marocain interne fort et si nous n'avons pas un marché local fort, nous ne pouvons pas développer l'export et l'international. La deuxième partie, ça concerne ce qu'on appelle la préférence nationale. Nous demandons à ce que dans les marchés publics, par exemple, il y ait une préférence nationale, notamment par la PME productive. Nous travaillons aussi pour davantage faire de l'intégration locale par rapport aux produits qui sont fabriqués au Maroc et aller jusqu'à la matière première. Aujourd'hui, nous ne sommes pas allés encore en profondeur. Il y a un travail très important qui est en train de se faire au niveau du ministère. Nous allons accompagner ce travail pour le déployer dans les différents secteurs industriels. Et un véritable enjeu d'intégration locale en profondeur jusqu'à la matière première va générer beaucoup d'emplois, va générer des métiers qui n'existent pas encore au Maroc et va générer une grande valeur ajoutée au Maroc qui peut la développer et l'exploiter pour améliorer sa compétitivité. Nous avons aussi ce qu'on appelle une subvention étatique, c'est-à-dire tout ce que l'État donne comme subvention sur un certain nombre de secteurs, on voudrait que ça soit lié à un niveau d'intégration locale. C'est-à-dire, si on veut profiter d'une subvention à 100%, il faudrait qu'une grosse partie de ce que vous avez produit pour avoir le droit à cette subvention soit produit au Maroc. Parce que si c'est produit au Maroc, c'est de la création de l'emploi, c'est le véritable enjeu pour le pays. C'est des entreprises, c'est du chiffre d'affaires, c'est des impôts qui sont payés, c'est beaucoup de choses et c'est en face c'est le développement du pays tout entier. La troisième partie par rapport à Maroc Industrie et le développement du Made in Morocco, c'est que la nouvelle génération des plans d'accélération industrielle qui est en train de se préparer va mettre davantage le point sur 3 ou 4 points.
Premier point, c'est la productivité et la compétitivité des entreprises. Si on prend le classement des entreprises marocaines en termes de productivité, on compare un certain nombre de pays sur le pourtour méditerranéen, nous ne sommes pas très bons. Donc, il y a un grand effort à faire en passant par l'éducation, les écoles d'ingénieurs, le management, la gestion des process, la partie digitale, on la verra tout de suite, etc. Le deuxième point sur ces plans d'accélération, c'est la partie développer des champions nationaux à travers du capital marocain. C'est très important. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'autres pays qui se sont développés, notamment la Turquie et la Chine. Et puis, il y a un enjeu sur lequel on va travailler davantage, c'est les produits décarbonés, c'est-à-dire tout ce qui est efficacité énergétique, les énergies renouvelables et les énergies propres. Nous avons aussi la partie sociale. La partie sociale, elle est très importante. Et après, j'irai directement sur la partie digitale. Nous avons vécu ces 3 mois en faisant beaucoup de webinaires, en faisant beaucoup de télétravail. Il est très important de revoir toute notre ingénierie sociale légale au Maroc pour intégrer ces dimensions et les rendre davantage souples, mais les rendre aussi comme des avantages concurrentiels pour notre économie. Et ça, c'est un travail qui doit être enclenché. Et au niveau du patronat de la CGM, on travaille là-dessus. La crise sanitaire qu'on a vécue, je ne l'espère pas, mais je pense qu'il faut qu'on tire tous les enseignements pour qu'on puisse intégrer dans les entreprises la gestion sanitaire comme un axe très important de la fonction ressources humaines, comme tout ce qui est sécurité, conditions de travail, parce qu'on n'est pas à l'abri sur le moyen terme ou le long terme d'avoir des crises aussi aiguës ou plus graves que ce qu'on est en train de vivre. Alors, sur la partie industrie 4.0 et digitale, il y a un enjeu très important pour l'économie industrielle du Maroc, c'est la partie recherche et développement opérationnel et la partie innovation. La partie recherche et développement opérationnel, c'est des recherches qui ont un but opérationnel dans les entreprises. Ce n'est pas de la recherche théorique académique, qui est très importante aussi. Mais la recherche et développement opérationnel a pour objectif de répondre à un problème dans l'entreprise ou un secteur ou dans un métier. Et pour cela, qu'il faut qu'on repense totalement la manière avec laquelle on fait aujourd'hui la recherche et développement au Maroc. On noue davantage des partenariats entre les écoles d'ingénieurs, les universités publiques ou privées et le monde de l'entreprise et l'industrie pour développer des clusters, et c'est ce que vous avez fait à FAS et je vous en remercie, des clusters dans chaque zone industrielle au Maroc. Il faut rapprocher la recherche et développement opérationnel des zones géographiques opérationnelles des entreprises. Nous avons un certain nombre de zones industrielles au Maroc. On doit mettre en place dans chaque zone des clusters opérationnels en lien avec le digital et la partie recherche et développement et innovation pour rapprocher ces entreprises et la partie recherche et le monde universitaire. Et pour cela, on a demandé à mettre en place un crédit innovation qui va aider les entreprises à investir davantage dans la partie recherche et développement. La partie digitale, elle est… Monsieur Bacheli, ce que vous attendez effectivement du monde du digital, c'est qu'il puisse y avoir un accompagnement opérationnel par rapport aux activités. Oui. Alors, ce qu'on attend de la PIB et du digital, c'est de nouer un partenariat très fort pour qu'on puisse travailler sur des sujets opérationnels qui vont nous permettre d'améliorer notre compétitivité, d'améliorer la qualité des produits finis qu'on fabrique, de renforcer notre base industrielle au Maroc et de développer l'export au niveau international des produits fabriqués au Maroc. C'est très important. Et l'industrie 4.0, c'est un mix entre les ressources humaines, les procédés, les installations, les machines et le produit. Et il a des gains très importants. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu sur la crise sanitaire, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été menées en place pour produire des choses, des data, des applications, des choses. Il faut libérer davantage les talents qu'on a dans nos entreprises et les talents de nos ingénieurs informaticiens pour développer cette industrie 4.0. Moi, j'y crois personnellement très fort parce que le Maroc ne peut pas se développer industriellement si on ne développe pas cette partie. Et dans notre feuille de route, on doit faire un partenariat très fort, très rapidement avec
c'est Amine et les équipes de l'APB. Et nous avons cet axe de recherche et développement et d'innovation industrielle qui fait partie de notre priorité. C'est ce que je voulais dire. Donc, si je veux bien reformuler un peu ce que vous avez comme attente par rapport à la BPI, c'est qu'il y ait un axe de partenariat dans lequel 3 facteurs essentiels pour la réussite. Le premier, c'est développer la compétitivité à travers de la recherche-développement orientée sur l'opérationnel. Le deuxième, c'est qu'il y ait un partenariat dans lequel l'orientation, effectivement, pour la réussite de l'industrie, c'est qu'elle soit orientée vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur. C'est ça. Parce que nous avons beaucoup de sujets digitaux, Industrie 4.0 qui nous attendent. Et le Maroc, parce qu'on ne peut pas gagner tout seul, il faut qu'on gagne ensemble. Ensemble, c'est tous les industriels, la PIB qui fait partie aussi de l'écosystème de la CGM du patronat. C'est ensemble qu'on doit développer des innovations qui vont nous permettre d'avoir une différence de compétitivité et de qualité pour tous les produits qu'on fabrique au Maroc. Donc, c'est un enjeu de repositionnement de notre gamme, de nos gammes qu'on fabrique aujourd'hui. C'est un repositionnement stratégique sur un certain nombre de secteurs aujourd'hui, sur le moyen et le long terme. Super. Merci beaucoup, M. Bacheli. Et je rebondis sur M. Fabrice Gomez, qui est le directeur général de ST Microelectronics, pour nous présenter un peu votre expérience par rapport à cette crise sanitaire et en même temps l'enjeu et l'intérêt qu'a eu le digital dans votre expérience. Est-ce que vous avez comme attente et comme objectif par rapport au digital? Oui, bonjour à tous. Oui, vous m'entendez? C'est bon? Ok, parfait. Donc, oui, je voulais revenir sur le discours de M. le ministre. Et il a dit une chose très importante. Il a dit que cette pandémie a mis à jour une fenêtre de tir pour le Maroc. C'est le terme qu'il a utilisé. Et je voudrais revenir sur ce point parce que j'en suis vraiment convaincu pour plusieurs raisons. D'abord, avant la pandémie Covid-19, le Maroc déjà commençait à se positionner comme une alternative à l'Asie. La trade war entre les États-Unis et l'Asie a commencé à faire réfléchir pas mal d'industriels sur, après l'Asie, il y a quoi? Quelle est l'alternative à l'Asie en termes d'atelier du monde? D'accord? Cette crise Covid-19 a vraiment permis au monde entier de réaliser que le monde entier était dépendant de l'Asie en termes industriels, ce qui évidemment est un risque important pour tout le monde. Donc, quand on réfléchit, j'ai pas mal réfléchi à ce sujet, mais à part les pays d'Asie, donnez-moi un pays aujourd'hui dans le monde qui est stable politiquement, compétitif d'un point de vue économique, d'un point de vue salaire, et qui a les compétences disponibles dans le monde de l'industrie 4.0, sincèrement, mis à part le Maroc, j'en ai pas trouvé. J'en ai pas trouvé. Je pense que le Maroc est parfaitement aujourd'hui positionné pour être l'alternative vraiment sérieuse aux pays d'Asie. Donc ça, c'est le premier point que je voulais dire. Donc oui, il y a une fenêtre de tir qui a été exacerbée, accentuée par la situation Covid-19. Et ST Microelectronics, qui est un fabricant mondial de semi-conducteurs avec des usines en Chine, en Europe, au Maroc, à Bouskoura aujourd'hui, où on fabrique 10 millions de pièces par jour, a parfaitement compris ce sujet puisqu'il a décidé de créer une ligne de production au Maroc en alternative à l'usine en Chine pour un grand fabricant de voitures électriques américain que je ne nommerai pas. Donc ST a déjà pris cette initiative et va continuer à le développer parce que la dépendance à la Chine n'est pas tenable dans le long terme. Et le Maroc aujourd'hui, ça fait 8 ans que je travaille au Maroc et je suis vraiment un supporter numéro 1. Il y a la compétence. On a embauché 300 ingénieurs ici à l'usine de Bouskoura. Il y a la stabilité politique, bien sûr. Il y a la proximité à l'Europe qui est importante, bien sûr. Particulièrement dans l'automobile, nos donneurs d'ordre sont en Europe pour beaucoup, bien sûr, les fabricants européens, allemands, français, etc. Ça, c'est le premier point. Le Maroc est parfaitement prêt pour être une alternative à l'Asie. Par contre, je pense qu'il y a des secteurs qui aujourd'hui sont oubliés au Maroc. Et je vais développer. Et c'est là où le ministère, l'APB, doivent nous aider.
Aujourd'hui, ST fabrique 10 millions de semi-conducteurs par jour qui vont dans l'industrie automobile principalement, mais aussi médicale, aérospace, industrie, téléphone même. Mais nous exportons 99,9% de notre production. Il n'y a pas aujourd'hui au Maroc de compagnie qui est dans le monde de l'assemblage électronique. Ce sont des groupes énormes, mondiaux, genre Flextronics, genre Jabil, mais il n'y a rien au Maroc. Je pense que c'est un secteur qu'il faut absolument développer, qui fait appel à du haut niveau engineering, bien évidemment, mais qui aussi est un énorme consommateur de industrie 4.0. Ce sont des machines qui doivent devenir intelligentes, des robots, des objets qui communiquent entre eux. Donc, c'est un vecteur très important pour pouvoir développer les applications de l'industrie 4.0. Et ST, qui est aussi fournisseur de solutions, a une position extraordinaire à jouer. Mais ça serait bien qu'on livre au Maroc pour des assembleurs de pièces électroniques qui livreraient directement, par exemple, les car makers qui sont à Tanger ou bientôt à Kenitra. Donc, s'il y a un secteur, je pense, où il faudrait arriver à développer une supply chain au Maroc, c'est l'assemblage de cartes électroniques. Aujourd'hui, est inexistant, à part Delphi, qui est le seul. Voilà le commentaire que je voulais faire. Donc, le Maroc, oui, a une fenêtre de tir en ce moment, et un secteur à développer, c'est l'assemblage électronique, qui est extrêmement moteur dans l'industrie 4.0. On vous entend pas. On vous entend pas. Alors, si vous me le permettez, Fabrice, donc ce que vous avez comme attente principalement porte sur le développement de structures d'assemblage pour qu'il puisse y avoir effectivement un retour marocain. Absolument, et je pense que M. Bachari, qui est dans l'automobile, je pense qu'il ne peut que confirmer ce que je dis, j'espère en tout cas, ok, ça c'est clair. Et ensuite, oui, vraiment, j'insiste, hein, le Maroc a vraiment une position idéale aujourd'hui à jouer dans le monde de l'industrie par rapport à une alternative de la Chine ou de l'Asie. Je n'ai pas trouvé d'autres pays aujourd'hui au même niveau que le Maroc, vraiment. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire et cette pandémie ne peut qu'accélérer cette opportunité. Super, merci Fabrice. Alors, bienvenue Madame Ben Ali. Je rebondis sur votre expérience parce qu'effectivement, il y a deux aspects sur lesquels je souhaite que vous développez votre discours. Le premier, M. Bachir tout à l'heure avait parlé de la recherche de développement et aussi de l'aspect humain. Donc, comment est-ce que vous projetez cette relance industrielle à travers l'humain? Et puis, le deuxième aspect, c'est aussi votre vécu en tant qu'industriel, mais aussi avec une deuxième casquette aussi de digital. Tout à fait. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Avant de commencer, je tenais à féliciter l'ensemble des représentants de l'État marocain pour la gestion de la pandémie, rapidement. Également tous les acteurs qui continuent de lutter contre cette pandémie et jusqu'aux petites mains qui continuent de nous confectionner les masques et qui se gercent avec le temps. Et d'ailleurs, pour les gerçures, on a un produit qui est à la portée de tous au Maroc, qui est l'huile d'olive qu'on applique le soir, et qui peut très bien nourrir nos mains. Ça, c'était une petite parenthèse pratique. Voilà, et je remercie également Monsieur le Président et Hicham Rahewi pour l'organisation de cette visioconférence. Donc, concernant la thématique aujourd'hui autour de l'écosystème digital dans la relance industrielle, on a trois mots-clés. Donc, l'écosystème, l'industrie et le digital. Donc, que cela soit pour une TPE ou une grande entreprise, la priorité pour les chefs d'entreprise et également pour les institutionnels, c'est de veiller à ce qu'on redémarre de manière à ce que tous les acteurs industriels puissent travailler en toute sécurité, tout en respectant les impositions légales. Et là, de ce fait-là, on va avoir non seulement l'action des chefs d'entreprise, également l'action des institutionnels et des différents écosystèmes qui existent au Maroc. Et enfin, le plus important, je dirais, et qui est la base, c'est le collaborateur industriel. Dans le collaborateur industriel, j'entends l'ouvrier, mais également les managers. Donc, si l'on prend tout simplement un carré,
dans lequel vous placez au milieu le collaborateur, que j'appellerai aujourd'hui pour moi un collaborateur 4.0. J'ai d'ailleurs rédigé un petit article en ce sens, si vous le souhaitez, vous pouvez le consulter sur LinkedIn. Sur chaque extrémité du carré, vous avez les différents challenges que nous allons traverser, que nous traversons déjà et dans lesquels nous devons nous adapter. Le premier, bien évidemment, c'est celui en rapport avec le safety, donc la sécurité. La sécurité aujourd'hui a toujours été basée sur le bien des personnes, également des équipements. Aujourd'hui, on doit aussi intégrer la santé des personnes. Ça l'a toujours été, néanmoins, on va devoir tenir compte effectivement des cycles pandémiques. Selon moi, je pense, c'est juste une supposition, que ces cycles pandémiques, malheureusement, risquent de se raccourcir. On en a déjà connu il y a quelques décennies, on en connaît aujourd'hui, je crains malheureusement qu'on puisse en connaître d'autres. Donc, le safety complètement est à repenser. Le deuxième point qu'on retrouve dans le carré, c'est l'excellence opérationnelle. Dans l'excellence opérationnelle, tout dépend de la maturité des entreprises, de la taille des entreprises, du domaine dans lequel on travaille, également de l'environnement. Je vous l'expliquerai aussi par rapport à mon expérience dans mon usine. Il faut à la fois maintenir cette excellence pour certaines grandes entreprises qui ont déjà des procédures. Par exemple, ST, M. Gomez me le confirmera, je connais très bien ST Microelectronics, qui est placé aussi à Oudenarde. Voilà. Et vous avez également la nécessité d'optimiser, voire de réadapter complètement les chaînes d'approvisionnement, tout en mettant à disposition donc, tout ce qu'on connaît au niveau du 4.0, c'est-à-dire l'IoT, les objets connectés, donc en termes de surveillance. Également, tout ce qui est la réalité virtuelle pour les formations, pour les tâches répétitives, l'intervention des robots et des cobots aussi pour les tâches fastidieuses. Donc tout ça, ça fait partie de l'excellence opérationnelle. Excusez-moi, je suis obligée de faire de manière générale. Le troisième point du carré, ça concerne le challenge de la transformation digitale. Donc on parle de la transformation digitale orientée processus au niveau des machines, mais également de la transformation digitale autour de l'organisation. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a une partie des personnes qui font du télétravail et les personnes techniques qui sont obligées de rester sur le terrain pour continuer à assurer la survie de l'entreprise. Donc c'est ce qui s'est passé dans notre cas. J'ai été obligée de continuer à travailler. Le problème qu'on va rencontrer dans ce cas, et c'est ce qu'on a vu hier ou avant-hier, c'est la cybersécurité. Plus on aura de digital, plus on va faire face à des attaques de cybersécurité. C'est ce qui s'est passé pour Honda, je pense, avant-hier. Voilà, donc ça c'est vraiment un défi, un challenge. Et enfin le dernier point, ça a été évoqué par Monsieur Bacheri, c'est la partie verte. C'est de savoir, donc c'est un dilemme, est-ce qu'on redémarre une industrie dans le but de se dire qu'il faut absolument qu'elle survive, ou est-ce qu'on d'ores et déjà se demande si on ne démarre pas une usine intelligente et verte? Ça veut dire deux choses. Le problème, ce qui se passe, c'est que on le voit ici en Europe, il y a plusieurs entreprises qui malheureusement ferment. Il y a même des entreprises qui demandent à rallonger les délais concernant les restrictions environnementales dans le bien de survivre. Donc ça, c'est une question que les institutionnels devront se poser, cas par cas. Est-ce qu'il ne faut pas retarder, dans certains cas, les restrictions environnementales pour qu'elles puissent survivre et donc sauver les emplois? Voilà, donc ça, et au milieu, donc pour parler du facteur humain, le collaborateur. Alors le collaborateur aujourd'hui, il est soumis à une situation qu'il n'a jamais connue, c'est-à-dire la pandémie, en plus du stress de travail, en plus de tous ces challenges. Donc pour ce collaborateur en question, ça fait beaucoup. Et c'est de là où on aura l'aide des écosystèmes qui vont aider le chef d'entreprise. Alors comment interviennent les écosystèmes? Alors, les écosystèmes, au Maroc, il y en a plusieurs. Monsieur le ministre nous a plusieurs fois mentionné le fait de l'importance des écosystèmes. À l'échelle globale, effectivement, tout le monde le dit ici, le produit va être de plus en plus consommé au niveau régional. Donc moi, je parle plus Maroc et Afrique.
Parce qu'il faut savoir qu'il y a certains pays d'Afrique qui ont aussi leur force. Je pense au Rwanda, Côte d'Ivoire, etc. C'est pareil, je ne peux pas détailler. Mais en tout cas, le produit aujourd'hui va devoir être produit au niveau régional et consommé. Et c'est là où je rejoins M. Gomez et M. Bachiri. Et pour cela, effectivement, il faut non seulement proposer des nouvelles formations adaptées aux nouveaux métiers, mais pas seulement. Il faut également préserver le pilier des compétences de ces métiers-là. Au niveau du digital et en particulier l'industrie 4.0, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne l'engineering, automatisme, électronique, mécanique, etc. Mais pas seulement. Il y a également aujourd'hui la nécessité pour un manager qui jusqu'à présent a une grande majeure partie de travail de contrôle, va devoir également faire appel à ses soft skills pour faire pas du travail de contrôle, mais du travail de cadrage. Et pour pouvoir lui-même aussi faire de la gestion de priorités, des émotions, etc. Parce que le démarrage va être difficile, non seulement pour les collaborateurs, en fait, de l'échelle la plus basse, l'ouvrier, jusqu'au ministre, qui, je pense, vont pas prendre de vacances avec tout ce qui se passe. En tout cas, je leur souhaite énormément de courage pour ça. Ça va être assez fastidieux. Voilà. Alors, l'autre type d'écosystème, donc c'est l'écosystème dans lequel nous sommes en train d'intervenir, c'est ceux qui font partie de l'APEBI, de l'agence. Madame Benelli, je rappelle que vous êtes... Allô? Alors, je vais juste terminer et je vais m'arrêter sur ce dernier point. Donc, l'agence du digital, l'APEBI, toutes les fédérations industrielles ont l'opportunité de travailler avec le ministère pour tenir compte également de la jeunesse qui actuellement se pose énormément de questions et est complètement perdue, et de saisir l'opportunité en se disant, étant donné qu'on a un panel d'entreprises de la TPE à la grande entreprise et que les budgets ne sont pas les mêmes, pourquoi pas former les jeunes dans des spécialités digitales pour mettre en place des solutions concrètes et simples pour les petites TPE qui seraient intéressées, puisque les jeunes en général démarrent à des coûts assez bas. Et à ce moment-là, pour les projets plus grands, travailler avec les fédérations, l'APEBI, l'ADD, pour essayer d'apporter une solution efficace à ces grandes entreprises. Voilà. J'espère avoir répondu un petit peu à la question. Merci. Je rappelle que vous êtes maintenant asset manager chez Lanoline Stella en Belgique et que vous êtes aussi membre du conseil d'administration des MAS. J'ai été, je vais en parler quand même, hein. Vous êtes la seule femme conférencière à ce sujet aujourd'hui et je me pose la question, est-ce que véritablement c'est un sujet qui intéresse uniquement les hommes ou est-ce que c'est autour des femmes en parlant de la reconversion professionnelle et aussi des possibilités que vous proposez en termes d'accompagnement des jeunes pour effectivement réussir dans ce monde digital? Donc, alors, je rebondis par rapport à vos expériences en tant qu'industriel et ayant eu recours au digital et je fais appel à Monsieur Achour pour parler de son expérience aussi en tant que producteur du digital par rapport à son évaluation de la situation actuelle et du rôle qu'a joué le digital dans l'industrie et puis en même temps par rapport aux défis qu'a le digital aujourd'hui pour réussir cette relance industrielle. Oui, merci. Bonjour. Alors, pour expliquer un petit peu donc, mes propos, j'ai préparé quelques slides que je vais me permettre de partager avec vous rapidement. Alors, donc juste un moment. OK. Est-ce que vous voyez mes slides? Oui, on voit. Parfait. Alors, donc, j'ai préparé donc quelques slides rapidement, donc à travers de quelques minutes que j'ai. Je vais vous exposer rapidement ce qu'on entend dire par Smart Manufacturing Industrie 4.0 au niveau mondial, vous donner un petit aperçu de ce qui se passe au niveau mondial sur le Smart Manufacturing et Industrie 4.0. Et donc, on va revenir à des choses terre à terre pour parler de Smart Manufacturing avec le digital. Quel est le lien entre le Smart Manufacturing et le digital? Et en l'occurrence, pourquoi le 5G? Quel est l'apport de 5G par rapport à cette Industrie 4.0? Maintenant, on va revenir
au Maroc dans un troisième chapitre et on va illustrer l'industrie 4.0. Et surtout, voir quelles sont les applications de l'industrie 4.0 par rapport à des cas concrets marocains qui sont proches des préoccupations économiques dans notre pays. Premièrement, quand on parle d'industrie 4.0, il est important de voir les paramètres suivants. La première chose qui définit l'industrie 4.0, c'est un temps de latence qui est très réduit. La fiabilité, la qualité de service, la bande passante. Alors, c'est ça qui qualifie l'industrie 4.0. Maintenant, une fois qu'on a parlé de ça, je vais vous donner un overview d'une manière générale. Aujourd'hui, c'est la combinaison de l'Internet of Things, le cloud, le big data et l'AI qui permet de contribuer à ce qu'on appelle une digital transformation pour créer de la valeur et donc accroître l'économie digitale. Et quand vous regardez ce slide en haut, complètement à droite, il y a quelques chiffres. Et là, c'est un peu petit, vous ne le voyez peut-être pas très bien, mais à l'horizon de 2025, on voit que le chiffre d'affaires qui va être, le revenu qui va être, je dirais donc, affecté à l'industrie 4.0, on parle de 6,4 000 milliards de dollars. C'est énorme. Alors, quand on regarde un petit peu ici en bas du slide, donc en fait, on voit une transformation de Internet of People vers l'industrie 4.0. Et donc, cette transformation, alors, elle est impactée comment? Donc, en fait, premièrement, donc, on parle de ce volume de digital economy à l'horizon de 2025, d'une manière générale, qui va générer donc 23 000 milliards de dollars, et des études qui ont montré aujourd'hui un investissement, on augmente l'investissement de ICT de 20%, ça permet de contribuer à une augmentation de 1% au niveau des PIB. Autre chose, on voit aujourd'hui dans le digital, l'investissement digital est 6 à 7 fois plus profitable que dans les industries traditionnelles. Alors, plusieurs pays, ils ont déjà mis en place, je dirais, donc, la transformation digitale avec des objectifs clairs et qui sont liés, par exemple, à l'industrie 4.0. Donc, les États-Unis, ils ont déjà démarré en 2011. On regarde la France, elle a démarré en 2013. L'Allemagne a inventé, je dirais, le concept industrie 4.0. Et leur objectif, c'est d'être le leader sur l'industrie 4.0. La Chine a démarré sa transformation digitale avec la partie industrie donc, en 2015. Donc, voyez-vous, donc, la plupart des pays, ils ont déjà lancé cette, je dirais, cette transformation digitale et donc avec un focus très important au niveau de l'industrie 4.0. Alors maintenant, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'en fait, il y a des coefficients qui permettent, je dirais, donc d'évaluer, donc, je dirais, le degré de maturité au niveau de cette transformation digitale, mais surtout au niveau de Smart Factory. C'est ce qu'on appelle l'Overall Equipment Effectiveness, qui est une multiplication de la disponibilité, de la performance et de la qualité et qui a déjà été mis en place par Bosch. Maintenant, je vais regarder un petit peu, quand on regarde au niveau de l'industrie 4.0, donc on voit l'industrie 4.0 aujourd'hui et le Smart Manufacturing, la composante, je dirais, de l'IoT, de la connectivité est très, très importante. Et de ce fait-là, donc il y a une alliance qui a été créée, donc ce qu'on appelle le 5G Alliance Connected Industry and Automation, qui est une composante qui est liée à 5G, mais qui s'occupe uniquement, je dirais, de ce secteur. Et quand vous regardez ce slide à droite, en fait, l'alliance qui s'occupe, je dirais, de ce secteur de l'industrie 4.0 et de l'application de 5G, de l'IA et de l'intelligence artificielle de l'IoT, donc elle implique, je dirais, donc toute la partie université, les centres de recherche, et elle implique également ce qu'on appelle l'OT Industry. L'OT Industry, c'est un peu dans notre monde traditionnel, on parle de l'IT, mais dans la partie industrielle, on parle de l'OT. Donc, ce sont ceux qui fournissent l'ERP spécifique pour le monde industriel, etc. À droite, on a ceux qui fournissent ICT Industry, en l'occurrence des sociétés comme la nôtre, comme Huawei. Et donc là, vous avez dans cette alliance-là, il y a des membres qui font partie de cette alliance pour faire avancer l'industrie 4.0. Donc là, vous allez voir, donc, il y a ABB, il y a Audi, il y a Intel, il y a Orange, il y a Deutsche Telekom, il y a plusieurs sociétés. Il y a également Huawei. Donc, on travaille, donc, je dirais, dans cette alliance donc, pour le développement de 5G avec des choses spécifiques pour l'industrie 4.0. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, l'industrie 4.0, il n'y a pas un fournisseur qui permet de fournir la panoplie complète pour mettre en place l'industrie 4.0. Dans le cas du Maroc et dans le cas d'autres pays, il faut monter un écosystème. L'expérience de Huawei, c'est que les use cases que nous avons mis en place, ça vient effectivement d'un écosystème que nous avons montré. Donc, vous voyez dans le haut de slide, donc on a travaillé avec des industriels
des partenaires qui fournissent la partie ERP, la partie EMS, la partie contrôleur, etc. Nous, on fournit la partie ESDK, le cloud computing, le stockage, le réseau, l'IoT, etc. Et un petit peu, c'est cet écosystème qu'il faudrait monter au Maroc pour qu'on puisse répondre aux besoins de développement de cette industrie. Alors, bien sûr, donc vous voyez effectivement, dans le développement de cette industrie, donc, le digital est très important. Et pourquoi le 5G? Parce que le 5G, donc je ne vais pas expliquer le 5G, mais parce qu'il est natif IoT et intelligence artificielle. Alors, bien sûr, le 3GPP qui a lancé les standards 5G, aujourd'hui, elle a inclus clairement l'industrie 4.0, effectivement, et des use cases dans la release aujourd'hui, qui est la release R17, qui est déjà disponible, qui contient déjà des choses spécifiques et des use cases qui sont relatifs par rapport à l'industrie 4.0. Donc maintenant, je vais vous expliquer un use case qui est très important, que vous puissiez un petit peu comprendre ce qui se passe en termes de cas d'usage pour l'industrie 4.0. Là, on prend donc un use case je dirais, de bras de robot. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec l'implication de 5G et d'intelligence artificielle, les caméras traditionnelles utilisent déjà donc, la fibre optique ou le réseau fixe avec des caméras, mais ça pose des vrais problèmes parce qu'en fait, il y a l'enrôlement de fils avec la flexibilité de déploiement qui est limitée. L'usine intelligente également a besoin de caméras de haute définition. Chaque caméra a besoin de traitement de stockage et donc le coût de stockage est très élevé. Donc, d'où la nécessité de la mise en place d'un cloud d'intelligence artificielle. Donc, ce qui se passe avec le bras de robot, donc en fait, c'est des caméras qui sont embarquées, qui prennent des images de haute définition et qui sont transmises par le réseau 5G en temps réel puisque le temps de latence est très réduit et ça part sur le cloud. Et l'intelligence artificielle permet effectivement de rectifier et avoir, je dirais, donc, une meilleure productivité. Donc, évidemment, avec ce cas d'usage, on a un meilleur déploiement et on a une efficacité qui peut aller de 100% jusqu'à 300%. Maintenant, une fois qu'on a fini ça… Avec beaucoup de passion, hein, ce que vous nous transmettez, vous le faites avec beaucoup de passion, je vous remercie. Mais j'aimerais que vous reveniez sur quels sont les défis aujourd'hui par rapport à l'industrie, par rapport à la relance industrielle. Les défis, justement, c'est justement sur le troisième chapitre. Donc, c'est les derniers slides que je souhaite partager avec vous. Donc, quand on parle de l'industrie 4.0, donc l'industrie 4.0 donc, a une définition spécifique pour l'Allemagne, c'est un pays industriel. Nous ne sommes pas un pays industriel comme l'Allemagne, mais l'industrie 4.0, c'est une technologie qui peut être utilisée à plusieurs domaines. Et là, par exemple, ce que je propose là, c'est des use cases qui sont spécifiques pour l'économie marocaine, qui peut être effectivement dans le cadre de l'industrie automobile ou dans le cadre des ports, par exemple. On a un use case qui est très important sur le port de Rotterdam, qu'on peut répliquer pour le port de Tanger, et également pour les mines, pour l'OCP. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'OCP a déjà lancé un appel d'offres. Ce n'est pas un secret, ça date depuis un peu plus d'1 an, qui pratiquement sur du 5G-like. Donc, ils veulent effectivement des services digitaux qui sont appliqués donc, au monde de la mine, donc, enfin, des secteurs des mines. Donc, également l'industrie du poisson qui peut bénéficier donc, de l'industrie 4.0. Et maintenant, je reviens au challenge. Le challenge que nous avons aujourd'hui par rapport à l'industrie 4.0, eh ben, c'est l'implication du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, donc j'ai noté tout à l'heure M. Bachiri, donc, que je remercie, donc, il a parlé tout à l'heure donc, de la feuille de route un petit peu de CGEM. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne voit pas donc, des subventions de la part du gouvernement, ni de l'investissement, ni des assouplissements en faveur de digital et en faveur d'infrastructures digitales aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le frein… Ce que vous attendez, c'est effectivement qu'il y ait des subventions beaucoup plus présentes en termes d'accompagnement des structures. Ben oui, aujourd'hui, la plupart des pays, ils ont déjà mis en place une feuille de route. Alors, des pays qui ont les moyens, ils ont investi, mais il y a plusieurs scénarios. Donc, on peut investir si on a les moyens, on peut mettre en place une politique de subvention, on peut mettre en place des allègements au niveau de la fiscalité pour accompagner le développement de l'industrie digitale pour les entreprises, mais tout ça ne peut être effectivement valable que si on a une infrastructure digitale solide. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'IoT, on parle effectivement de l'industrie 4.0, tout ça doit être basé sur la connectivité. Donc, on a besoin non seulement de 5G, mais on a besoin aussi de broadband. Aujourd'hui, on a besoin d'une connectivité qui soit sûre, qui soit bonne. Donc, on a parlé donc, de cette période de pandémique, et on voit très, très bien dans ce slide, à droite, vous voyez très, très bien que le trafic du réseau, donc, il a augmenté, mais malheureusement, la qualité des services, elle a été impactée.
Et je peux vous dire que nous, Huawei, donc, on a fait un travail énorme avec les opérateurs pour pallier à ces problèmes de congestion de réseau. Et donc aujourd'hui, quand on regarde effectivement dans les benchmarks, à gauche de ce slide, le programme digital 2020 qui a été lancé il y a quelques années, c'est clairement un échec parce que les objectifs qui ont été annoncés pour ce plan, c'était avoir une contribution de ICT au niveau du PIB pratiquement au-delà de 11%. Donc, ce qui n'est pas le cas. Ce qui ressort aujourd'hui, c'est la contribution elle est de 5 à 6%, ce qui place le Maroc pas dans une bonne position, mais il y a une note positive. L'implication de l'ADD qui est en train de lancer pas mal de programmes, mais cette implication de l'ADD a besoin effectivement d'une vraie politique gouvernementale. Quand on parle aujourd'hui de digital, le cas de l'Allemagne, c'est porté directement par les hautes instances politiques. Le Singapour, le Smart Nation, est porté directement par le Premier ministre. Donc, en fait, il faut des politiques de subvention, des politiques également je dirais donc d'allègement de compte, enfin, par exemple, pour accompagner les opérateurs pour mettre en place de broadband. Aujourd'hui, on a un problème de fracture digitale. Donc, on parle de l'industrie 4.0, mais on n'a pas déjà la connectivité Internet partout dans le pays. Donc, ça, c'est un point qui est très important. Et donc, ça, c'est des choses qu'il faudrait qu'on règle, mais je reste optimiste. Merci, M. Achour. Je rappelle que vous êtes directeur marketing stratégique chez Huawei. Alors, je rebondis sur les attentes, effectivement, de l'industriel, mais aussi les défis auxquels font face l'industrie digitale. Et pour cela, je demande à M. Omar Farghani, qui est Strategic Partner, pour nous éclairer. Vous m'entendez? Excellent. Bon, je commence déjà par remercier l'APB pour l'invitation. Ravi d'être parmi vous. Vous pouvez mettre mes slides aussi, ça pourrait aider. Oui. Merci. Alors, je pense que beaucoup de choses ont été dites, toutes correctes, vraies. La vraie question que je me pose aujourd'hui, à laquelle je réfléchis depuis longtemps, c'est quelle est la bonne approche pour le Maroc? Parce que certes, beaucoup de nations ont déjà commencé à travailler sur des sujets de l'industrie 4.0 depuis longtemps. Comme le collègue vient de souligner, ça coûte énormément, c'est hyper cher, ça demande des infrastructures. Et M. Bachir l'a bien dit, il faut une approche nationale, stratégique, et ça coûte beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de temps. Et je me posais la question si on ne devait pas avoir plutôt une approche opportuniste à cette problématique. C'est-à-dire que dans tous les use cases, parce qu'on a parlé beaucoup de use cases aujourd'hui, je reviendrai à cela, il y a des use cases qu'on pourrait appliquer au Maroc à low cost. Mais je commencerai déjà par mon premier slide. Si vous pouvez me mettre full screen, ça pourrait être view, full screen. Alors, view. Mode plein écran en dessous. Oui. Voilà, good. Donc, we are all saying the same thing. Tous les pays développés, industrialisés ont compris l'opportunité, l'envergure de l'opportunité en fait, et ils ont développé des approches top-down, je dirais. C'est-à-dire beaucoup de budget, beaucoup d'investissements dans les infrastructures, beaucoup d'investissements dans le R&D. Et d'après mon expérience, moi qui ai travaillé un peu aux États-Unis et en Allemagne maintenant, je pense que ça coûte vraiment cher. Et il faut, de mon point de vue, avoir une approche opportuniste. Alors, pourquoi tous ces pays ont décidé que l'industrie 4.0 était importante? Peut-être qu'on n'a pas répondu à cette question. On a parlé beaucoup de use case, mais à mon avis, il faut essayer de comprendre l'enjeu économique. Et si vous passez au slide number 2, vous verrez qu'en fait, il y a un working paper de l'OCDE qui a été hyper important dans le domaine. C'était en juillet 2017, où ils ont fait une étude approfondie et ils ont découvert en fait que les 5% des meilleurs des top 5% companies au monde, les leaders mondiaux en fait, ils dominent l'économie industrielle, tout ce qui est industrie, en exploitant les compétences digitales. Ça reste vague. Par contre, dans le manufacturing, et la courbe le montre clairement, ces top 5% ont plus de 25% de productivité. Alors, quand on parle d'industrie, on parle de trillions de dollars, hein, de masse de goods exchanged. C'est énormément d'argent. Donc, il y a une opportunité, c'est clair. Et le collègue de Huawei
a bien insisté sur ce fait. Donc, la question pour nous, c'est comment avoir notre part du gâteau sans investir énormément. Et là, je veux rentrer dans le concret parce que le mot use case, il est hyper important de mon point de vue. Et si vous passez au next slide, je veux démontrer comment des entreprises de deux tailles, parce qu'on parle d'industrie 4.0, il n'y a que les grandes entreprises qui peuvent l'implémenter, mais il y a aussi une opportunité pour les petites entreprises. Alors, je commencerai par le cas de Siemens à Amberg, parce que M. Gomez devrait comprendre ce sujet-là. Dans la production d'électronique, il y a une part qui est hyper importante, c'est la vérification de la qualité. Et c'est ce qu'on appelle en manufacturing un bottleneck. Donc, ils doivent passer des millions de pièces par jour par des scanners de X-ray, CT scanners. Alors, la question que les collègues de Siemens, moi qui ai travaillé chez Siemens pendant quelques années et qui connaît bien la problématique, c'est on a un bottleneck et on ne peut pas délivrer de la qualité sans ce CT scan. Et là, l'idée, c'était d'utiliser de l'intelligence artificielle pour éliminer une étape de la production. Alors ça, c'est majeur. Et c'est là où la belle rencontre entre l'industrie et le IT. Parce qu'au Maroc, par exemple, je connais bien l'équipe de Amin, il y a énormément de compétences capables de faire ce genre de trucs. Mais ils ne sont pas au courant de cette problématique. Donc, il y a un gap entre les problèmes de l'industriel qui sont concrets, durs à résoudre, et des nouvelles technologies de l'autre côté. Je prendrai une autre entreprise, Ubaikan, une entreprise saoudienne. C'est une entreprise familiale, mais qui a compris l'enjeu de l'industrie et ils ont défini une approche industrie 4.0. Mais ça veut dire quoi dans leur use case? C'était l'utilisation du concept de digital twin. C'est des gens qui produisent des millions de bouteilles par an, bouteilles comme le collègue de Wellmess font, et ils ont décidé d'essayer d'utiliser le digital twin pour réduire le poids de la bouteille de 1 à 3 grammes. Alors vous imaginez, quand on produit 500 millions de bouteilles par an et on arrive à réduire quelques grammes par bouteille, le cost saving is massive at the end of the day. Et ça leur a coûté combien? Presque rien en fait, parce que ça demande un ingénieur, une compétence et puis un logiciel de simulation. Donc, l'intégration des use cases simples, commencer par des choses simples, concrètes, pourrait transformer notre industrie. Omar, si je peux me permettre un commentaire, ok, en réaction. L'exemple que vous avez fait de Siemens, eh je vous confirme qu'à ST Microelectronics aujourd'hui à Bouskoura, il y a des étapes à non-valeur ajoutée de contrôle de qualité qui ont été remplacées par des analyses de données qui permettent de donner une prédiction sur le niveau de qualité. Donc, votre exemple est tout à fait réel et existe au Maroc chez ST. Merci de l'opportunité. Et c'est ce que j'essaie de communiquer en fait. C'est des choses simples, c'est pas compliqué. On a les compétences, on a les use cases. Il faut juste être concret et essayer d'avoir un plan d'action et essayer de commencer à résoudre ce genre de problème. Pour finir sur ces use cases, pour moi, ça ne sert à rien de rentrer dans les détails de l'industrie 4.0. Il faut dire premièrement que ce n'est pas que pour les géants, c'est pour les petites entreprises aussi. Qu'on a les compétences au Maroc, certes, mais qu'il faut une feuille de route. Ça veut dire simplifier ce concept industrie 4.0. Et d'ailleurs, moi, je pense que, pour rebondir à M. Bachir, si on n'applique que 30% de sa proposition, en fait, on serait déjà loin. Et moi, je pense que c'est important de connecter the big approach, top-down to bottom-up. Et c'est le bottom-up qui manque un peu. Je sais que chez toi, Fabrice, tu le fais beaucoup, mais pas toutes les entreprises marocaines sont adeptes de ces technologies. Alors, juste le dernier slide. Et franchement, pour moi, c'est le plus important. L'industrie 4.0, ce n'est pas une transformation profonde. Non. C'est un valley of death, comme les Américains disent. Il y a un vide et il faut we need to bridge it, right? Au Maroc, on a des compétences en termes de IT, de software, d'intelligence artificielle, de simulation. Je sais que les écoles d'ingénieurs au Maroc forment des talents brillants dans ces domaines. Et on a des applications industrielles. Si je vais demain, quand je vais à Tanger, je rencontre les industriels à Tanger, ils ont énormément de problématiques. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut définir une approche, comment we bridge the gap. Et c'est ce qu'on propose chez Stratfield aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sidi Omar. Je continue sur la même lancée. Je rappelle que vous étiez directeur de l'industrie 4.0 chez Siemens.
et que vous êtes maintenant basé à Berlin. Donc, alors, je rebondis sur l'intervention de M. Khdissi. Vous êtes professeur spécialiste de la transformation digitale, mais vous êtes aussi membre de l'ADEPI. Donc, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme perception des défis auxquels vous faites face par rapport à la relance industrielle? Alors, merci beaucoup, Ikhlas, et je remercie également tous les autres intervenants, notamment ceux qui ont précédé par leur éclairage. J'ai beaucoup appris en les écoutant. Merci bien sûr à la PBI pour cette opportunité, et notamment à Sihichem pour l'organisation de cet événement. Alors, je voudrais en fait aborder le sujet par rapport à une approche peut-être un peu plus un peu pratique, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a des questions qui se posent. Aujourd'hui, j'espère que vous arrivez à m'écouter, c'est bon? Le son, il est bon? Très bien. Donc, en fait, aujourd'hui, on a une industrie au Maroc qui est un peu particulière. Alors, on a bien sûr une filiale de groupes industriels, on a également l'industrie classique qui est beaucoup plus dans une logique familiale, et puis on a bien sûr différents pans de l'industrie. On est dans l'agroalimentaire historiquement, on est dans le textile. Aujourd'hui, de plus en plus, on est également dans l'aéronautique, dans l'automobile et dans l'industrie de pointe. Ceci dit, aujourd'hui, en fait, tout le domaine industriel, il fait face à un ensemble d'enjeux. Des enjeux, alors bien sûr dans l'industrie on est sur du real time, on doit délivrer chaque jour, tout arrêt de la machine de production a un impact important sur le chiffre d'affaires, donc on est vraiment dans un fil tendu. On a des enjeux par rapport à l'accès au marché. Des fois, en fait, l'industriel doit passer par des intermédiaires pour accéder au marché. Des fois, on a des enjeux en termes d'historique, parce que souvent, on est dans des industries avec une fort legacy, et donc on n'a pas nécessairement la capacité de transformer rapidement ce qui se fait. On est souvent sur des produits classiques. On n'arrive pas à innover, à se réinventer et à reconfigurer les produits. Et puis, bien entendu, il y a tous les enjeux de n'importe quelle industrie, les problèmes de maintenance, les problèmes d'équipement, la logistique qui est un élément très très important dans le domaine industriel. Et tous ces enjeux aujourd'hui, bon, on sait les traiter classiquement avec l'approche industrielle qu'on a, mais aujourd'hui, en fait, sur toute cette chaîne de valeur, le digital peut apporter énormément de choses à l'industrie. Le problème, c'est que souvent, alors, les gens du digital ne s'approchent pas de l'industrie parce que les industriels sont des gens très concrets. Les PowerPoint, ils n'y croient pas. Que vous leur ramenez des rapports, des études, ça, bon, pour eux, c'est du blabla. Et donc, il faut ramener des choses qui sont plus concrètes. Les gens du digital sont souvent un peu… Alors, ils ont plus l'habitude à travailler dans le domaine du service, avec les banques, les assurances et éventuellement avec le secteur public. Et donc, quand ils partent vers l'industrie, ils se retrouvent dans un terrain qui n'est pas nécessairement leur terrain. Et donc, on se retrouve avec deux communautés qui sont très, très importantes pour le développement du pays, mais qui ne se parlent pas. De l'autre côté, même quand les gens du digital vont essayer de faire le pas vers l'industrie, ça va être par rapport à des solutions classiques. Alors, classique, c'est-à-dire en fait, ils vont apporter un ERP. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'industriels qui ont mis en place depuis quelques années des ERP. C'est très bien, ça va permettre de mieux gérer le stock, ça va permettre de… Mais ça ne va pas impacter très fortement le chiffre d'affaires. Ça ne va pas impacter très fortement le bilan de l'entreprise. C'est vrai que ça va permettre en fait d'apporter une valeur ajoutée en termes de gestion, donc ça va améliorer la gestion, mais toujours est-il que pour l'industriel, on a beaucoup d'efforts pour peu d'impact. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui peut se faire? Qu'est-ce qui peut se faire? Alors, on a constaté lors justement de cette épreuve du Covid, et on l'a constaté avec toutes les difficultés de l'épreuve, qu'aujourd'hui, on a la capacité de faire des choses, que beaucoup de produits qui nous paraissent très complexes, très difficiles à concevoir et à mettre en place, qui nous paraissent peut-être hors de notre portée, on se retrouve à pouvoir les faire. Moi-même, en fait, j'ai travaillé sur un projet d'innovation pour un masque intelligent. J'ai côtoyé des équipes de recherche qui ont travaillé sur des choses aussi pointues que le test RT-PCR ou que des insufflateurs, des respirateurs automatiques. J'ai vu tout ce qui peut se faire par les équipes internes. Et ceci ne peut se faire que dans une logique collaborative. Donc moi-même, en fait, j'avais travaillé pendant quelques semaines avec une équipe où il y avait des gens qui viennent du domaine de l'industrie,
des gens qui viennent du domaine de l'électronique, et on a pu faire des choses. Donc, cet effort, cet aspect collaboratif qui est inné quelque part dans le digital, il faut qu'on puisse le créer ces ponts avec l'industrie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement en termes de use case? Puisque tout à l'heure, c'est Omar, mais également Fabrice, je crois, en fait, on a parlé de use case. Alors, premier use case, et à mon sens qui est un use case très important, c'est un use case sur le volet innovation prototypage. Aujourd'hui, un industriel, s'il veut aller de l'avant, s'il veut être compétitif, s'il veut se réinventer, aujourd'hui le marché est très compétitif, il faut qu'il puisse innover. Et pour innover, aujourd'hui, l'industrie 4.0 et les produits digitaux permettent de faire ça. L'impression 3D, l'intelligence artificielle, également tout ce qui est en fait réalité augmentée, réalité virtuelle, c'est des choses qui vont aider à prototyper et également à simuler. Donc il y a également l'aspect simulation. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Aujourd'hui, dans l'industrie, on a besoin de contrôle, de maîtrise. Tu as un exemple très simple. Aujourd'hui, le Covid, l'entrée des employés, on a besoin de maîtriser est-ce qu'il y a un risque sanitaire. Et donc là, on a besoin d'utiliser un ensemble d'outils. Dans ce sens-là, tout ce qui est big data, intelligence artificielle peut être très, très important dans ce sens. Aujourd'hui, moi, j'avais travaillé sur un exemple où on peut, à travers une caméra, le flux caméra, on peut l'analyser pour détecter ce que les gens portent du masque, portent leur masque ou pas. Est-ce qu'ils respectent la distance? Et tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on peut faire ça également au Maroc. On a besoin, au niveau de l'industrie, d'avoir plus de personnalisation et de mieux gérer la relation client. Et là, les technologies du mobile, les technologies data en général, permettent également de capturer l'information client et de gérer de manière un peu plus intéressante la relation client. On a besoin également d'avoir une certaine flexibilité de la chaîne de fabrication. C'est en fait la chaîne de fabrication, on peut pouvoir la remodeler, la reconfigurer. Et là, l'IoT, elle est très, très importante parce que ça nous permet de capturer les données réelles de la chaîne de fabrication. Je vais très rapidement, je suis sur les derniers use cases. Donc, effectivement, ça nous permet de capturer ce qui existe au niveau de la chaîne de fabrication pour remodeler, pour reconfigurer, pour adapter et pour réajuster éventuellement tout au long du process. On a besoin également d'une logistique simplifiée. Et là, également, l'utilisation de l'impression 3D, mais également des drones peut être très, très intéressante. Le besoin également de sécurité, de gestion de l'environnement qui peut être adressé par de l'intelligence artificielle, du RFID et de la blockchain. Et puis, les besoins d'automatisation accrue. Donc, tous ces besoins-là peuvent être adressés au travers d'un ensemble d'outils du digital. Il faut juste comprendre que ce n'est pas très compliqué. C'est des choses qui peuvent se faire. Aujourd'hui, l'avantage dans le digital, et ça, c'est un avantage qui n'existe pas dans l'industrie, c'est qu'il y a beaucoup d'open source. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être réutilisées, il y a beaucoup de composants réutilisables. C'est très intéressant de pouvoir bénéficier de toute cette richesse et de pouvoir aller de l'avant. Je vais terminer sur ça juste pour dire quelque chose qui, à mon sens, est très important. Je crois qu'on a besoin de commencer à nous faire confiance, les uns les autres. En fait, souvent, les industriels ils vont aller chercher peut-être des prestataires à l'étranger. De même, au niveau des professionnels du digital, ils vont aller chercher des clients à l'étranger. Il faut qu'on puisse nous faire confiance, qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse également, et ça c'est à mon sens important, des fois c'est un gap de génération, faire confiance aux jeunes et aux femmes, parce qu'ils sont au cœur de toute transformation digitale. Et puis, il faut qu'on puisse également essayer vraiment d'aller jusqu'au bout de nos idées, de nos innovations. Et je crois que cette épreuve du Covid nous a permis de savoir qu'il y a du potentiel au Maroc, qu'il y a du potentiel avec nos partenaires stratégiques et qu'on peut vraiment aller de l'avant pour rendre le Maroc un vrai hub industriel et un vrai hub du digital. Voilà. Désolé si j'ai pris trop de temps. Merci, Monsieur le Khadissi. Le mot sécurité a été évoqué à maintes reprises chez vous et la cybersécurité a été effectivement introduite par Madame Benadi. C'est l'occasion de laisser Monsieur Benoît Grunwald, j'y arrive, qui est expert en cybersécurité, de nous présenter un peu son apport en termes de relance de l'industrie et surtout par rapport à cette crise et aux futures éventuellement crises. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis ravi d'être présent parmi vous. Plusieurs mots ont été abordés, plusieurs notions, notamment digital, blockchain. On a également parlé de l'employé.
de l'industrie 4.0, du big data, l'innovation forcément, l'objet connecté. Et la première chose que j'ai envie de mettre en avant, c'est que il y a un certain nombre de dommages collatéraux qui peuvent être liés à la numérisation de notre industrie, et pas uniquement parce que c'est l'industrie, mais simplement parce qu'elle est numérisée. Il faut savoir que l'on reçoit à peu près 300 000 menaces par jour, nouvelles, alors pas toutes exceptionnelles, mais par contre, elles sont capables de s'attaquer à des systèmes qui sont les mêmes que ceux utilisés pour nous, pour travailler, donc ce qu'on appelle les post-office. Et en fait, les systèmes SCADA industriels vont eux aussi reposer sur ce type d'ordinateur, s'il faut simplifier au maximum. Vous avez des ambitions pour pouvoir amener à la fois l'industrie 4.0 et l'industrie marocaine au plus haut point. Ces ambitions vont forcément amener certainement de la convoitise, de la jalousie, certainement également, comme vous avez un savoir-faire, amener de l'espionnage, du sabotage. Si on veut arrêter l'industrie 4.0, eh bien, dans ce cas-là, on ne va pas s'appuyer sur des éléments physiques, hein, mais on va bien s'appuyer sur des éléments électroniques et ou reliés à l'informatique. Donc, il est important de mettre au cœur de sa stratégie 4.0 la continuité d'activité et notamment face à la menace cyber. Et comme on l'a entendu, il est véritable aussi qu'il faut prendre en compte à la fois l'industrie 4.0 comme étant une entité, comme étant une somme de collaborateurs qu'il va falloir eux aussi faire passer au stade de 4.0 à travers la sensibilisation, la formation, à travers l'accompagnement. Et ça, à tous les niveaux. Parce qu'il a été dit également tout à l'heure que l'industrie 4.0, ce n'est pas uniquement les grandes entreprises. Cela peut être également les sous-traitants, la supply chain, et tous n'ont pas ni les mêmes moyens, ni la même maturité cyber que les très grandes entreprises. Donc ça, c'est vraiment important de penser l'écosystème dans son ensemble et de ne pas oublier un maillon de la chaîne parce que, étant tous connectés, eh bien, le maillon le plus faible va malheureusement représenter la faiblesse la plus forte de la chaîne. Il est important également de noter que donc, vous avez des différentes solutions qui existent. C'est-à-dire que pour protéger l'industrie 4.0, on ne va pas se retrouver démunis face aux cybercriminels et aux éléments de contexte qui vont se présenter. Notamment, on a évoqué le terme tout à l'heure d'intelligence artificielle. Depuis un certain nombre d'années, les solutions de cybersécurité s'appuient sur des éléments d'intelligence artificielle. Quand on reçoit à peu près 300 000 menaces par jour, il n'y a aucune société qui est capable humainement d'analyser cela. Donc, on va adjoindre à nos capacités de centres de recherche et de développement. Par exemple, chez nous, il y en a 13 répartis dans le monde, et ces centres de recherche et développement vont à la fois analyser des éléments concrets, mais vont également se pencher sur l'amélioration des outils automatiques, dont l'intelligence artificielle, pour pouvoir aller chercher la petite aiguille dans la botte de foin qui va faire qu'on va réussir à découvrir quelles sont les différentes attaques qui ciblent en particulier l'industrie 4.0. Et si on reprend… Oui. Je vous remercie de votre discours. Je suis un peu tenue par le respect du timing et j'ai encore 3 autres interventions. Donc, ce qui est essentiel, c'est qu'effectivement, main dans la main, que ce soit en termes de recherche et développement pour répondre aux besoins opérationnels et stratégiques de l'industrie, mais aussi en termes de cybersécurité, il est important que ce soit un travail de proximité. Exactement, à la fois avec les pouvoirs publics et les clients finaux, les utilisateurs. Tout à fait.
Tout à fait. Je vous remercie, Monsieur Grunwald. Alors, maintenant, le mot est passé à Monsieur Haddad, qui est parlementaire et qui est aussi expert international en études stratégiques. Alors, vous avez eu l'occasion de découvrir un peu les attentes de l'industrie. Vous avez aussi les défis auxquels font face les industries digitales. Alors, quelle est la réponse que vous proposez par rapport à ces attentes? Monsieur Haddad. Bon, je pense que je vais basculer vers Monsieur Moujahid, qui est là. Alors, Monsieur Moujahid, quelle est la réponse que vous faites par rapport à toutes ces attentes, vous, en tant que chef de département transformation digitale et de l'industrie? Omar, est-ce que vous souhaitez partager aussi votre point de vue par rapport à ce qui a été dit? Oui, je pourrais faire quelques commentaires. Moi, je pense que les collègues, on a parlé de use case. Moi, je pense qu'il faut lancer une opération nationale au niveau des universités, en collaboration avec les industries pour définir les use cases pour le Maroc. Et je pense que ce que M. Grunewald a bien précisé, c'est qu'il ne faut absolument pas négliger l'aspect sécurité. Je rappelle ce qui s'est passé dans les usines en Arabie Saoudite, les usines d'Aramco ou en Iran. C'était des opérations industrielles et la sécurité au niveau industriel, elle est majeure. On peut créer énormément de dégâts économiques et humains si on ne prend pas au sérieux ce sujet dès le début. C'est un sujet qui se traite au début et pas à la fin des projets. Très bien. Ikhlas, si je peux juste intervenir, en fait, je tiens juste à rappeler en fait la logique de ce webinaire, parce qu'en fait, pour nous, c'est très, très important de voir un peu quels sont les besoins d'un côté et quel est le niveau de préparation de nos acteurs de l'IT de l'autre côté. Moi, j'estime qu'effectivement, nous avons, comme a dit très bien Omar Fergani, en fait, nous avons un bon prérequis, nous avons un bon point de départ, mais nous ne sommes pas forcément à 100% prêts. Nous n'avons pas forcément d'acteurs qui peuvent jouer ce rôle de pont entre l'industrie et le digital. On a de très bons acteurs dans l'IT qui sont des membres ou pas de l'APB. Et de l'autre côté, on a des industriels qui sont demandeurs et qui ont besoin et qui ont vraiment qui ont ça. Donc, c'est très, très important de réunir l'offre et la demande. Maintenant, en fait, je pense que c'est très important aussi d'insister, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle des acteurs institutionnels, on les a laissés dans l'ordre de passage à la fin pour finalement nous donner leur avis une fois qu'ils entendent, une fois qu'ils ont vu un peu cette offre et cette demande, donner leur proposition et le cadre qu'ils vont donner à tout ça. Parce qu'en fait, je pense que les institutionnels, que ce soit au Maroc ou les institutions étrangères, doivent jouer le rôle de catalyseur et un rôle pour pouvoir faciliter cette rencontre. Et je pense que puisque Monsieur Haddad, il s'excuse, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il a eu une urgence et qu'il a dû quitter, il devait nous donner son éclairage par rapport à quel va être le rôle du parlementaire dans l'élaboration et la validation de la feuille de route du plan d'accélération industrielle et autres, et tout le cadre réglementaire. Mais il y a également le point de vue de l'extérieur des organismes internationaux qui ont dans leur stratégie le développement
de l'industrie et le développement de l'industrie 4.0. Et quand je parle de ces organismes-là, il y a le nom de l'ONUDI qui vient tout de suite directement. Et j'estime que c'est vraiment, parce que j'ai eu le plaisir d'échanger avec M. Tavares dans le cadre de la coopération que nous sommes en train de mettre en place entre l'APB et l'ONUDI, avec Mme Hamzaz également. Et je suis vraiment ravi de l'avoir parmi nous. Et je m'excuse encore une fois de cette attente-là, mais ce n'est pas une attente, c'est pour vous donner un peu suffisamment de matière pour pouvoir rebondir et nous donner la traduction et comment vous voyez que votre stratégie colle avec les enjeux de part et d'autre. Donc, justement, je voulais juste insister sur le point Ikhlas avant de te donner la main. On ne t'entend pas. Alors, initialement, il y avait effectivement un scénario dans lequel on allait démarrer avec l'institutionnel. Quelle est la vision, la projection, quel est le programme d'accompagnement qu'on avait prévu. Mais après, au fur et à mesure que ça avançait, je me disais avec M. Amin que ça aurait été beaucoup plus intéressant que la veille institutionnelle soit vers la fin parce que c'est une réponse aux attentes. Et donc, j'invite M. Tavares à nous donner un peu sa version en termes d'actions concrètes pour effectivement accompagner cette relance, que ce soit à l'international, mais surtout par rapport à la relance de l'industrie marocaine. Merci beaucoup. Je suis Raymond Tavares et donc je représente l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. J'espère que vous m'entendez très bien. Excellent. Donc, je remercie l'APB pour la confiance et surtout pour l'invitation. Je suis ravi de faire partie de ce groupe d'échange et j'ai été impressionné par les propos et les mots de Monsieur le ministre et que j'ai eu l'honneur de rencontrer aussi durant nos missions au Maroc. Je voudrais tout juste vous dire, mais peut-être 15 secondes, que l'ONUDI, c'est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, s'occupe d'accompagner les pays dans leur démarche d'industrialisation. Nous avons notre siège donc, à Vienne, en Autriche, et nous avons des bureaux un peu partout dans le monde. Et d'ailleurs, au Maroc, nous avons un bureau national qui s'occupe des questions d'industrialisation verte et inclusive au Maroc. Ces deux choses sont très importantes dans ce que j'ai entendu aujourd'hui, mais aussi dans ce que nous faisons. C'est notre démarche. Et donc, c'est toujours essayer d'avoir un écosystème. Tout le monde en a parlé. Mais revenons donc à quelque chose de plus haut. Nous avons toujours bousculé les États de façon très gentille pour les aider à mesurer. On les aide à mesurer leur système national d'innovation. C'est pour leur donner la possibilité de se réinventer quand l'occasion se présente. Donc, on les aide très souvent à montrer le degré de communication entre les différents acteurs qui devraient se parler, mais qui quelquefois, et malheureusement très souvent, ne se parlent pas, pour faire en sorte que les écosystèmes existent. Donc, en commençant par cela, nous avons, comme ONUDI, récemment restructuré même nos services et nous avons un très grand département, c'est plus qu'un département directory, qui s'occupe de digitalisation, mais qui embrasse tous les autres créneaux, agriculture, environnement, énergie et tout, parce qu'on sent l'exigence et la nécessité d'accompagner les pays dans leur démarche de réellement vivre la première révolution digitale. Donc, je pèse mes mots, parce que nous avons toujours dit la quatrième ou la nouvelle industrialisation, la NIR, New Industrial Revolution. Mais très souvent, on a l'impression de limiter le dialogue. On ne veut pas. On veut que les gens comprennent que l'industrie est au cœur de tout et donc il y a un écosystème qu'il faut créer. Pour cela, il faut oser. Et les politiques que nous poussons les États à avoir doivent être des politiques, si je peux me résumer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc qui doivent un peu avoir un aspect rééquilibrage et une projection. Le rééquilibrage, c'est ce que j'ai entendu dire ici. C'est le rééquilibrage entre le féminin et le masculin.
malheureusement très peu représentées ici. Et ces nouvelles technologies offrent énormément à tout le monde. Quelquefois, je dis d'ailleurs à mes collègues, avec les nouvelles technologies, c'est beaucoup plus féminin que masculin, parce que nous avons, les hommes ont l'habitude d'utiliser les forces, et quelquefois on force surtout alors que ce sont des technologies, et donc c'est une révolution qui demande beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de calme et beaucoup plus de réflexion. Il en faut beaucoup plus aussi, et oser dans les politiques industrielles, dans les politiques que l'État, parce que le ministre attend des recommandations que nous devons avoir. Un rééquilibrage entre réglementation et normes. On a tendance à trop réglementer et on freine l'énergie et l'initiative du secteur privé. Et je vais en revenir après. Donc là, on voudrait que, on ne connaît pas beaucoup, mais on peut quand même oser donner beaucoup plus de guides, pas de réglementation, de normes pour aider le secteur privé à se développer et réellement dans tous les pays à arriver à une digitalisation saine, pas réglementer et bloquer les initiatives. On peut parler de rééquilibrage entre les grands et les petits, on en a parlé tout à l'heure aussi. On pense toujours industrie 4.0, digitalisation, donc les grands, alors que les petits peuvent parce qu'ils font partie de l'écosystème. Pareil, consommateurs, on n'en parle pas beaucoup. Alors, donc, je ne vais pas m'étendre beaucoup sur ça, mais c'est pour dire très souvent le top-down, comme donc certains des panélistes est important. Mais vous allez voir aussi le bottom-up est beaucoup plus important. Quand on parle du deuxième point, parce que je vais axer donc l'écosystème, le National System of Innovation, donc, que nous poussons et promouvons donc en trois aspects. Le premier, c'est au niveau des politiques, oser rééquilibrer et regarder le futur, ne plus avoir peur, parce que les modèles de faire du business, les modèles aussi de se rapporter à tout le monde ont changé. Et il ne faudrait pas qu'on reste très souvent sur le passé en disant oui, c'était mieux avant. Il faut qu'on accepte tous d'entrer ou de s'élever et d'entrer dans ce créneau, le nouveau nuage, je pense qu'on dit en français. Et le deuxième point, c'est au niveau des données. Avec ce qu'on veut faire, la digitalisation, la révolution digitale, les données deviennent l'essence, le moteur du développement. Et dans beaucoup de pays, il n'y a pas de stratégie. Comment on gère? Les gens ont peur. Et il faut réellement faire avoir confiance que les données sont importantes, mais les données vont respecter la privacy, mais les données aussi vont donner du punch au secteur privé pour avoir beaucoup plus d'éléments pour faire leur business. Pour cela, je donne seulement un exemple. Donc, très souvent, même les petits micro and small enterprises ne comprennent pas de quoi on parle. Alors, ils pensent seulement à une transaction qui va à bonne fin. Mais c'est plus que cela. Donc, on a élaboré donc un guide pour les petites entreprises pour les aider à dire certains gestes qu'ils font, qu'ils prennent comme bons, très souvent les exposent. Donc, pouvoir travailler avec son ordinateur, son laptop personnel à la maison. Donc, de faire attention à un certain nombre de petits points pour les aider, pour eux comprendre de quoi on parle. Et s'ils font attention, ils peuvent aussi régler le problème de data sécurité. Mais il faut qu'au niveau national, que dans les politiques, qu'il y ait donc une police des données, qu'il y ait donc une vision très claire de comment on gère les données des citoyens et des entreprises. Bon, il y aura toujours le piratage industriel, ça a toujours existé. Ils l'ont fait d'une autre façon et maintenant ils le feront aussi en utilisant les données, autre chose. Donc c'est important qu'on puisse, au niveau aussi de l'État, montrer qu'on tient compte de votre privacy et de votre sécurité et de cette nouvelle sécurité qui fait partie, comme nous avons maintenant les exigences sanitaires, nous pouvons avoir les mêmes exigences aussi de sécurité. Laissez-moi terminer avec le dernier point qui n'est pas du tout moins important que les autres. C'est un programme ambitieux de formation et de reskilling. Aidez-moi à dire reskilling. Parce qu'on parle beaucoup donc de former les jeunes. Donc je pense qu'il y a beaucoup aussi, et Mme Benali qui en a parlé et d'autres, il faut qu'on ose mettre de l'argent et suffisamment de programmes qui peuvent être nationaux, régionaux, locaux, avec l'aide du secteur privé, pour reconvertir ceux qui sont déjà dans la profession. Et cela, ça demande beaucoup de courage et ça demande aussi beaucoup de moyens.
je ne saurais finir sans dire que dans le premier point, quand je disais une politique, à l'ONUDI et ce qu'on fait au Maroc, nous sommes en train de mettre en place, avec la PBI d'ailleurs, et l'ADD, un observatoire du digital. Mais cet observatoire devrait après permettre d'avoir beaucoup plus de groupes de travail qui vont s'occuper de certains aspects du digital. Ici, autour de la table ou pour le panel, donc comme je disais tout à l'heure, on parle d'écosystème, mais on se rend compte, il n'y a pas beaucoup de femmes, je me suis limité à ça. On n'a pas les financiers. Alors que nous avons dit pour notre système d'innovation, il n'y a pas peut-être l'académie avec certains professeurs sont là. Donc, il y a beaucoup de gens qui doivent être les consommateurs, l'association des consommateurs, donc inclus dans ce dialogue qu'on est en train de faire pour développer le secteur du digital. Donc, je disais pour finir, la formation, et nous avons aussi on va mettre en place des curriculums, et on est en train de le faire avec les partenaires privés. Donc, un grand, vaste et ambitieux programme de formation professionnelle, capacity building. C'est beaucoup trop important pour laisser cette partie-là aussi au détriment ou bien négligée. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Je pense que je vais m'arrêter là. Et donc, s'il y a d'autres questions, ça me fera un plaisir. Oui, c'est le moment de répondre à l'auditoire, aux questions d'auditoire. Et on a un timing de 10 minutes auquel seront consacrées l'interaction par rapport aux questions. Alors, j'ai une première question qui est destinée à la CGEM, donc M. Bacheli. Alors, la question, elle dit, la plupart des États ont déjà annoncé la feuille de route du développement de l'infrastructure digitale. Alors, attendez. Que pensez-vous de la mise en place d'un laboratoire Maroc qui permettrait de promouvoir et encourager les entreprises utilisant des produits marocains? Donc, ça, c'est la première question qui est destinée à M. Bacheli. Monsieur Bacheli, voilà. Pardon. Donc, le plan de relance sectorielle que la CGEM a remis au gouvernement et à la cellule de veille économique, c'est un travail très important sur lequel toutes les fédérations, y compris la PBI avec ses amis et ses équipes, ont longuement travaillé. Et donc, c'est à peu près 500 mesures qu'on a proposées. Donc, après, il y aura des rondes avec les ministères du tutelle concernés. Et ce qui concerne l'industrie, bien évidemment, on va travailler avec notre ministère de tutelle, le ministère de l'Industrie. Et sur la feuille de route qu'on a définie au niveau des fédérations sectorielles, il y a le Made in Morocco. Le Made in Morocco, c'est quelque chose de très important. Il faut qu'on encourage la consommation locale des produits qui sont fabriqués au Maroc par des produits de qualité, par des produits qui sont de rapport qualité-prix qui sont très intéressants. Et il y a un certain nombre de mesures qu'on a demandées, sur lesquelles on va travailler et qui sont très simples à mettre en place. Il ne faut pas mettre des usines à gaz pour avancer. On peut faire des choses simples et après, au fur et à mesure, on va s'améliorer. Donc, le Made in Morocco, c'est l'axe central de la relance de nos activités économiques et de nos activités industrielles. Et on travaille là-dessus, que ce soit sur la partie réglementaire, la partie appel d'offres, la partie produit, la partie sensibilisation des consommateurs, mais aussi avec une dimension d'export au niveau de l'Union européenne, mais aussi avec des partenariats avec les pays africains. Donc, c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites auparavant, mais les consommateurs marocains ne savent pas très bien les produits, la qualité des produits qu'on fabrique au Maroc. Je prends 30 secondes, s'il vous plaît. Je suis dans l'automobile depuis pratiquement 15-16 ans. Nous exportons au niveau du groupe Renault Maroc 90% de ce qu'on fabrique vers 74 pays à l'international, donc pratiquement toute la planète. Et nous exportons aussi vers Cuba, pour votre information, alors que peu de Marocains savent qu'on exporte aussi vers Cuba. Ce que je voudrais dire, c'est que si on prend les véhicules qui sont fabriqués chez Renault au Maroc sur le marché européen, qui est un marché très exigeant en termes de clientèle, et on compare ces véhicules avec d'autres véhicules de la même gamme sur le même marché européen, les produits de nos véhicules qui sont les véhicules qui sont produits au Maroc sont de qualité très supérieure. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui la maturité,
le savoir-faire, l'expérience de nos équipes, de nos collaborateurs pour faire des voitures de qualité mondiale. Et c'est comme ça que le Maroc a su développer avec le temps l'écosystème automobile, parce que la qualité, c'est quelque chose de très important. Donc, on a des produits qui sont de qualité mondiale. Je ne vois pas pourquoi dans l'automobile, on sait faire ça et dans d'autres secteurs. Et dans d'autres secteurs, on ne peut pas faire ça ou les gens ne le savent pas. Donc, il y a un vrai enjeu de sensibilisation, de communication vis-à-vis des citoyens marocains pour les inciter à consommer marocain, mais en même temps, travailler en interne sur des produits qui ne sont pas encore au même niveau de qualité comparé aux produits importés pour qu'on puisse développer le marché marocain. Et on pousse aussi à ce que toute l'importation des produits soit de la matière première qu'on doit transformer au Maroc et pas uniquement de l'importation de produits finis. Ça, c'est quelque chose de très important. Merci, Monsieur Bacheli. Alors, j'ai une deuxième question pour Monsieur Achour. J'aimerais qu'il soit quand même assez bref parce que nous avons encore 5 minutes et j'aimerais avoir une troisième question à laquelle je souhaite avoir une réponse. Donc, pour Monsieur Achour, la question, c'est concrètement, comment est-ce qu'on peut mettre en pratique cette technologie 4.0 au Maroc? Alors, c'est une question qui est très importante parce que, comme j'ai dit pendant ma présentation, l'industrie 4.0, c'est un concept qui a été inventé par l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays qui est à la pointe de l'industrie. Alors, ce qui est important, c'est de retenir le concept de l'industrie 4.0 et comment l'adapter par rapport à nos besoins ici au Maroc et par rapport à nos spécificités, par rapport, je dirais, donc aux leviers économiques ici au Maroc. Alors, j'ai la chance de travailler au sein d'une entreprise où nous avons monté un écosystème mondial, où il y a des use cases aujourd'hui qui existent, qui déploient justement le concept de l'industrie 4.0 pour les PME. Et en l'occurrence, pour le cas du Maroc, ça peut être applicable pour l'agriculture. Pour l'industrie du poisson, par exemple, aujourd'hui, donc on a un use case qui est très important qu'on a mis en place avec le Norvège sur l'industrie du poisson et l'élevage du saumon qui utilise donc l'industrie 4.0. Donc, je pense qu'il serait intéressant de suivre un petit peu donc, ce qu'a dit tout à l'heure c'est Amine, de monter cet écosystème parce qu'il faut trouver le pont entre ceux qui fournissent la technologie ICT, les industries et les partenaires. Donc, cet écosystème, donc, moi, humblement, donc, nous avons cette expérience au niveau international que je peux vous apporter et on peut voir dans quelle mesure on peut l'adapter par rapport à l'économie marocaine et donc, de ça, on peut constituer un écosystème purement marocain. Le micro est coupé. Merci beaucoup, Monsieur Achour. Alors, une dernière question que je laisse ouverte, même si j'ai une préférence de réponse. Comment est-ce qu'on peut réussir un accompagnement effectivement de l'éducation et de la formation, parce que c'est un volet très important pour la relance industrielle, en termes de développement d'esprit d'innovation et de créativité chez les jeunes d'aujourd'hui? Et j'ai une préférence pour éventuellement Monsieur Fergani ou Madame Benali, en termes de réponse. Alors, vous pouvez répéter juste pour que je ne m'écarte pas. You're on mute, Ikhlas. Je n'entends pas. Oui, là c'est mieux? Oui, là c'est mieux, oui. Donc, vous avez parlé du capital humain comme étant un facteur essentiel de la réussite de la relance. Oui, tout à fait. Si je veux effectivement réussir une relance industrielle qui est imprégnée de digitalisation, c'est important que les jeunes d'aujourd'hui soient aussi formés à développer leur esprit d'initiative et de créativité et d'innovation. Donc, comment est-ce que vous voyez, en termes de formation, comment est-ce que vous le percevez? Est-ce que vous percevez ça comme étant une formule à intégrer ou à greffer au système éducatif actuel, ou est-ce que non, il va falloir peut-être restructurer ou réinventer ce système éducatif et de formation? Alors, pour moi, il faut faire les deux. D'une partie, pour tout ce qui concerne l'aspect entrepreneurial, il faut le repenser en continu. En ce qui concerne la formation, il faut le laisser intégrer, mais en y ajoutant également des sessions dans lesquelles les fédérations de chaque domaine accompagneraient ces jeunes. Également, les institutions liées au digital, donc la PEBI, la DD, pour qu'on puisse justement cibler les besoins précis de chaque domaine et en fonction des tailles d'entreprise sur l'accompagnement du digital et de la transformation industrielle. En sachant que la transformation industrielle 4.0, elle est très intéressante dans le cadre d'une fabrication d'un produit à forte valeur ajoutée,
et en plus en tenant compte de la contrainte durable. Donc effectivement, quand un produit est durable, il coûte un peu plus cher. Parce qu'il coûte plus cher, parce qu'il a une forte valeur ajoutée, le 4.0 est très intéressant dans ce cas-là. Voilà. Moi, juste un petit commentaire. Moi, j'ai passé beaucoup d'années dans plusieurs pays et j'ai comparé en quelque sorte les systèmes d'éducation. Et moi, je pense qu'il y a une composante qui manque et qui pourrait être à l'origine comme une solution à ce problème. C'est the learning by doing. Je pense que the learning by doing is very important. C'est un aspect qui manque, je pense, dans le système d'éducation français, d'ailleurs, qu'on essaie de recopier pas mal. Et je pense que cet aspect-là, si les entreprises marocaines comprennent qu'il faut travailler avec les universités, je sais que mon ami Amine le fait beaucoup avec l'université AFES, l'université méditerranéenne, et je pense que c'est un exemple à suivre, ce qu'il fait avec l'université là-bas. Je pense que c'est de cette université, dans quelques années, il y aura pas mal de talents qui vont venir Ouais, créer. je suis d'accord avec vous. Voilà. Justement, j'ai oublié de le parler. C'est vrai que c'est la première école digitale africaine. C'est quand même le point important. Ça représente non seulement l'éducation, mais le digital. Et effectivement, c'est vraiment pas à négliger en ce sens. Et d'ailleurs, je voudrais compléter, si vous me permettez aussi. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de parler et je pense qu'Amine est très humble pour ne pas en parler parce qu'il y a même aussi des demo centers qu'ils ont comme en partenariat avec nous pour faire des smart factories comme démonstration pour des écoles, pour montrer réellement comment on peut le faire et attirer les startups autour de soi. Si je peux me permettre un dernier commentaire sur le niveau d'éducation au Maroc, puisqu'on parle de ça. Je peux quand même témoigner qu'à AST, on a embauché 300 ingénieurs sur les 5 dernières années et j'ai été, moi, vraiment, personnellement, agréablement surpris par le niveau. Très franchement. J'ai travaillé en Asie, j'ai travaillé en Europe de l'Est, en France, bien évidemment. Le niveau est bon. Les écoles marocaines amènent à un niveau excellent. Après, c'est l'expérience qui va permettre de faire développer ces jeunes ingénieurs. Et en particulièrement, les femmes, si je peux me permettre de le dire, elles sont extrêmement résilientes et extrêmement courageuses, particulièrement au Maroc. Je tenais à le dire. J'ai embauché beaucoup de femmes ingénieurs. Voilà. Merci, Monsieur Gomez. Alors, c'est Amine, un mot de fin. C'est vrai qu'on a envie de continuer. On a envie de continuer tellement les interventions sont aussi pertinentes les uns que les autres. Mais bon, toute bonne chose a une fin, malheureusement. Moi, j'ai suivi avec beaucoup d'attention tout ce qui a été dit, mais aussi les commentaires et les questions qui ont été posées. Ça témoigne de tout l'intérêt que portent les participants. Là, je pense qu'on a dépassé certainement les 200 participants entre la chaîne YouTube et Zoom. Donc, je suis vraiment ravi et satisfait d'avoir tout cet engouement. Je rassure juste tous ceux qui ont poser des questions. Voilà, je vois Jassor, il a posé des questions sur la cybersécurité, etc. J'ai vu beaucoup de questions très intéressantes. Donc, je vous rassure, on va faire le travail de restitution et on va encore demander à nos intervenants peut-être de faire une réponse écrite à l'ensemble des questions que vous avez posées et on va les partager avec vous parce qu'effectivement, c'est ce qui va nous permettre d'avancer, c'est ce qui va nous permettre d'avoir du contenu et de la matière pour pouvoir faire les meilleures propositions les plus adéquates à toutes les parties prenantes. Donc, encore une fois, merci pour cette participation, merci pour la qualité des interventions et je le dis et je le réitère parce qu'on a autour de cette table virtuelle beaucoup d'acteurs de l'IT, beaucoup de membres de l'APB. Donc, le message justement qu'on veut passer aux acteurs de l'IT marocain, c'est leur dire il y a du besoin, il y a des challenges qui vous attendent, il faut se préparer. La préparation, ça peut être par le fait de compléter la chaîne de valeur, parce que peut-être il y a des petits trous qu'il va falloir aller chercher, de s'approcher plus du monde industriel et de pousser justement, parce que j'ai vu même des formations, des questions autour de la formation, rapprocher le monde universitaire de notre monde industriel et digital est une nécessité aujourd'hui pour faire avancer
ce grand chantier et je pense qu'on va y arriver et je suis très confiant. Je vous remercie encore une fois pour votre intervention et je vous dis au prochain webinaire, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Merci. Tout le monde. Merci à tous. Merci. Merci, bon courage.